Bon alors j'ai rendez-vous là aujourd'hui à 13h30 avec Joël le marchand, qui, alors je sais pas si c'est lui tout seul ou si il l'a fait avec quelqu'un d'autre, mais en tout cas qui est pas étranger à la scénographie d'une expo qui se trouve au point fort 1 de Montivilliers. Donc c'est le premier endroit qui a été libéré par les Alliés en septembre 44 pendant la libération du Havre. Donc c'est un haut lieu historique quand même pour l'histoire locale. Donc voilà, quand on arrive de la côte de la Belle Étoile, on arrive sur un rond-point qui est ici, et puis un petit parking. Là je me suis garé là au centre équestre, et puis ensuite il n'y a plus qu'à suivre la route qui est juste là et qui est censée nous mener directement au point fort numéro 1. Alors j'ai pas vu l'expo, j'ai vu quelques petits trucs fuités sur internet, mais j'en sais pas beaucoup plus. Là je suis en plein dans les jardins ouvriers et ça me fait marrer de voir que leur association se soit installée pratiquement au bout de la rue du Temps Libre. Je leur ferai la remarque. En plus, il y a un avion qui est en train de passer juste au-dessus. Je dois dire que la première partie de l'expo, ça met dans l'ambiance, ça plante le décor, on sait un petit peu l'atmosphère qui pouvait régner à cette époque, à cette période de la guerre en tout cas. Non, c'est très intéressant. Ça continue de planter le décor. Les opérations militaires, les objectifs donnés, d'un côté comme de l'autre. Les photos sont superbes. On les croirait tirées d'un film moderne, quoi. Là, on arrive un peu sur la partie plus civile de la chose, avec les abris de la défense passive, l'organisation et la conception des abris de la défense passive. C'est assez complet. Vraiment une très belle exposition. Avec les différents types d'obus aussi, qui pouvaient, obus et bombes surtout, qui pouvaient nous tomber sur le coin de la tête à l'époque. Donc fallait savoir un petit peu, voilà, ce que ça pouvait être. Ouais. Tout est là pour nous mettre dans l'ambiance, je dois dire. Alors, mine de rien, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est dans la façon d'avoir monté l'exposition, ce qui est sympa, c'est d'avoir utilisé quelques objets un peu de récup, quoi. Moi, ça j'aime beaucoup, par exemple. La réutilisation d'une porte. On imagine assez bien, dans cette partie-là de l'exposition, donc vraiment sur la vie civile, on imagine assez bien que, en fait, on faisait feu de tout bois, quoi.
On prenait ce qu'on avait sous la main et puis on renforçait sa cave comme on pouvait. Et c'est ce qui est finalement assez bien expliqué dans les documents qui sont sur les murs. Ah là là. Les conditions d'habitabilité de l'abri exigent 3 mètres cubes d'air par occupant pour un séjour de 2 ou 3 heures, avec l'illustration de ce que ça peut faire 3 mètres cubes. Ça, c'est énorme, ça. Bien voilà une très belle exposition qui aura le mérite d'avoir été sauvegardée en vidéo. C'est déjà ça. Et vraiment sous un regard qu'on n'a pas l'habitude de voir finalement. C'est ça qui est intéressant. On est dans un blocos et puis en même temps ça nous évoque un peu la défense passive, ce qu'ont pu vivre les civils à l'époque, et en même temps l'aspect historique, le contexte, vraiment l'atmosphère qu'il pouvait y avoir, et les différentes forces en présence, les ordres qui ont été reçus. C'est vraiment complet. On a un instantané de l'atmosphère. Ouais, je résumerai comme ça. On a un instantané de l'atmosphère de l'époque. Voilà. Très belle expo. J'espère que la petite vidéo rendra assez bien l'atmosphère que le décor peut amener. Voilà. Je pense que là, t'as fait à toi. Bon, voilà. En gros, c'est ça. Hein, tu vois. Ouais, c'est bien. Du russe, c'est très peu connu. Ah, c'est pas du tout connu. Ouais. Bon, j'en ai mis très peu, mais et je pense que ce qu'a présenté l'écrivain de ce livre, L'Enfer du Havre, lui, il présente ça succinctement. J'ai pris quelques trucs sur l'année, puis en fait, et nous, on attaque derrière. Et c'est pour sentir vraiment une atmosphère sur le Havre, parce que le but, c'est quand même de parler du Havre, en fait. C'est pas de parler de l'histoire ou de la guerre ou de la Seconde Guerre mondiale. Ouais. C'est le Havre dans la Seconde Guerre mondiale et surtout les 15 derniers jours. En même temps, ce qui est super intéressant, après la petite visite que j'ai faite, je filme Joël qui rentre, c'est que vous plantez aussi l'atmosphère des événements qui viennent d'arriver. Dans quel état d'esprit peuvent être les gens à ce moment-là, parce qu'il vient de se passer ci et ça juste avant. L'attente est longue déjà quand même. Les Havrais commencent à en avoir un petit peu assez. Et le début de l'histoire, c'est la fin de la bataille de la Normandie, c'est-à-dire la scène donc, du russe, codée par les alliés du russe. Et donc nous, on est parti de Rouen. Et Rouen, c'est quoi? C'est la scène du russe. Voilà. Du russe à Bétis, c'est ça en fait. Et on va essayer de suivre un petit peu, mais sans rentrer dans les détails, dans les grandes lignes, un petit peu, pour faire comprendre un petit peu ce que c'est aussi l'attente au niveau du Havre, entre cette période de fin août et du mois de septembre, c'est-à-dire la libération qui est effective le 12 septembre, mais ça, nous n'en parlons pas, puisque nous nous arrêtons le 10 septembre, après la préparation des bombardements, avant l'attaque des forces terrestres. Voilà. Puisque les Allemands ont subi quand même une grande déroute à Falaise, mais ils arrivent quand même, par leur génie, le génie militaire, quand je parle de génie, c'est le génie militaire, à quand même faire passer 250 000 hommes, c'est-à-dire pratiquement le gros des troupes. C'est-à-dire que l'Allemagne allemande, malgré les photos, qui sont quand même assez parlantes, elle n'a pas été anéantie. Elle continuera à combattre dans le nord de la France et en Belgique plus tard. Ils vont reformer les groupes. Et ici, c'est vraiment le secteur Rouen, c'est-à-dire passage de la Seine, très important pour ce qui concerne le secteur allemand, c'est-à-dire fin août. Ensuite, on passe sur le côté anglais. Les Anglais doivent passer la Seine. Si on regarde le premier tableau, les Alliés ont détruit tous les ponts. En fait, ils se mettent en croyant anéantir une armée qu'ils n'ont pas anéantie. Mais maintenant, derrière, c'est à eux de les franchir. Et avec toutes les difficultés qu'ils vont rencontrer aussi pour la franchir. Donc, on essaye de synthétiser par rapport à ça aussi des images bien parlantes. Le fameux pont d'Oblé en ce qui concerne la prise du Havre, puisque la 49e division aura la grande chance de trouver ce fameux pont détruit, parce qu'ils ont rencontré tellement de difficultés à traverser la Seine par leurs propres moyens, qu'en fait, c'était pratiquement une providence pour aller plus loin. Entre deux, le Havre continue de vivre aussi les difficultés de tous les jours. C'est ça aussi le nœud de l'exposition, c'est-à-dire qu'on est au Havre. Et le Havre, entre deux, on a quand même quelques petites, notamment avec Joël, qui détient de nombreux journaux
Alors Joël. ici, on a effectivement le petit Havre, mais on a aussi l'extérieur. Parce qu'ici, le Front National, c'était au moment de la libération de Paris. Donc, où on voit qu'il commence à parler des avancées alliées. Alors que si on regarde le petit Havre, il n'en parle pas, ou pratiquement pas. C'est vraiment succinct. Donc, il était bon de mettre les deux articles pratiquement en opposition, hein, puisque là, on est pratiquement à la fin de la libération de Paris. Donc, la presse se libère, et Pierre Courant est avant, effectivement. Et c'est un très bel article qu'on a trouvé sur le Petit Havre. On a essayé de sortir un petit peu de tout ce qu'on a généralement entendu, c'est-à-dire beaucoup de l'aviation, la marine et tout ça. Il y a un sujet qui est quand même très peu abordé au niveau du siège du Havre, c'est l'artillerie terrestre. En fait, on voit ça du côté terrien, en fait, quelque part. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, il y a les conséquences des bombardements, et là, on a voulu vraiment, c'est-à-dire l'arrivée des troupes au fur et à mesure, et le siège qui commence à se faire autour du Havre. Donc on a voulu rester un petit peu sur le côté terrien, c'est-à-dire l'artillerie de terre, la préparation de l'attaque en fait d'Astonia en fait qui se faisait. C'est-à-dire là c'est le côté stratégique, le côté planification de l'armée. On évolue avec l'armée alliée qui arrive progressivement entre on dira en gros le 2 septembre et le 10 septembre, qui arrive mais avec des difficultés. Ça on n'en parle pas, mais il y a des difficultés, elles sont parfois un petit peu citées. Mais en tout cas, c'est le siège du Havre qui, ici, nous intéressait. On se base, attention, on n'a rien inventé. Les récits des Florentins, et tout est cité, de toute façon, les sources, on a mis un maximum de sources, donc tout est sourcé. Et les récits des Florentins, qui en venaient à la conclusion, il y avait quand même 500 canons autour du Havre, en gros. Et on attendait le jour J, le fameux 10 septembre. Et c'est le panneau suivant. Alors, entre deux, évidemment, on refait un rappel sur la situation au Havre, la situation des civils, enfin ceux qui sont restés au Havre, c'est-à-dire un tiers de la population à peu près, et la vie de tous les jours, et l'attente surtout interminable, et surtout la priorité, c'est sauver sa peau dans les abris, par tous les moyens. En fait. Et donc ensuite, sur le tableau final, enfin, tableau final en ce qui concerne tout ce qui est photographique, là on arrive à la préparation du bombardement avant l'attaque de l'opération Estonia, c'est l'attaque des troupes, un très gros bombardement qui dure 1 heure pour l'artillerie et 1 heure et demie pour tout ce qui concerne l'aviation, mais c'est un pilonnage en règle, voilà. Mais pas sur la ville du Havre, mais sur les défenses militaires, en fait, sur le plateau des Proménides, en fait. Entre autres, il y a aussi Octeville, il y a aussi Coquilloville, mais bon, c'est les secteurs militaires qui sont, à ce moment-là, au 17 septembre, qui sont plus visés, en fait. Donc, tu connais bien cette photo. Hein. Ça, c'est une photo qu'on voit circuler de temps en temps, avec la Lézarde totalement inondée, quoi, hein, qui forme, on voit très bien une forteresse, un rempart naturel impénétrable, quoi. Hein. Passer ça en char, faut être fou. Et là, on la voit très bien sur la carte. Voilà. Elle ressemble un petit peu à un lézard, d'ailleurs. C'est très amusant. Bon, il y a aussi un rappel sur le point fort numéro 1, puisqu'on est quand même sur le point fort numéro 1, il ne faut pas l'oublier. Nous sommes dans un bunker sur le premier point fort qui a été libéré sur le plateau des Proménides, mais ça fera l'objet d'une autre exposition, d'une autre affaire. Et il y a eu différents ordres que vous avez retrouvés sur le petit Havre du 27 et du 29 et du 31 sur l'obligation de quitter la ceinture qui est autour du Havre. Donc on a fait ressortir vraiment les articles les plus forts en sachant que, si on prend celui-ci qui était agrandi en prêt, les personnes qui, après le 30 août 1944 à midi, pénétreraient sur le territoire désigné sous le numéro 1 et 2, le feraient au péril de leur vie. Donc pour vous dire à quel point, pour te dire à quel point
c'était quand même des ordres très durs. Et ça se comprend aussi, tant d'un côté comme de l'autre. Effectivement, on arrive à ce niveau-là sur l'alerte aux avions, qui était toujours pendant la période quand même, puisqu'il faut savoir que les enfants avaient des exercices plus ou moins très légers, mais comment se déplacer dans le cas où la flamme tirait, etc. J'ai eu des mémoires où les personnes me disaient on nous apprenait à allonger les murs quand l'artillerie tirait pour ce qui retombait, etc. Donc là, c'est toutes les mesures qui ont été mises en place au niveau des protections, de la protection civile. Donc il y a eu des grands abris qui ont été construits, mais il y a eu aussi des demandes de petits abris. C'est-à-dire que dans le Petit Havre, on retrouve des demandes, des incitations à faire son abri personnel, c'est-à-dire familial. On retrouve tout à fait les différentes précautions à prendre, c'est-à-dire cacher les lumières, comment se protéger, comment renforcer les caves, comment reconstituer une tranchée familiale, etc. Et tout est détaillé dans ce petit livre qui était adressé aux enfants. Donc je vous en montre quelques. Bon, là c'est sur la protection. Là c'est plus la DCA. Comment étaient constitués donc les avions. Ici on reste sur la DCA et les effets de bombe qu'on va retrouver sur les panneaux qu'on a fait ressortir. C'est-à-dire en sachant que tel bombe ça détruisait très peu, etc. Et bon, bien sûr, à une certaine puissance, il n'y avait plus rien. Donc d'où le fait de renforcer les caves. Donc ici on a reconstitué en gros une cave. Il y avait un minimum à voir. Fontaine à eau qu'on a ici. Nous avions des seaux et puis tout ce qui était possible pour pouvoir ressortir dans le cas où l'étage était au-dessus de nous ou vraiment la maison était écroulée. Donc il y avait la pelle, il y avait la pioche, il y avait tout l'ensemble d'outillage nécessaire. Nous avions aussi des vivres sur le haut qui étaient conseillés. On en a mis quelques-unes. Et bien sûr, tout le nécessaire de protection contre les gaz, qui étaient les masques à gaz. Voilà. On avait aussi les jeux, bien sûr, les couvertures, dans le cas où on devait rester plus ou moins longtemps. Voilà, les objets presque du quotidien, sur cette période. Avec les masques à gaz, les étuis aussi, plutôt bien conservés, on les trouve souvent rouillés. Et on n'a pas que les masques à gaz. Là, on a vraiment dans l'objet du quotidien, on va jusqu'à... Je me pousse. La lampe acétylène, une Arras, une T2 je dirais. Et ça, j'aime beaucoup aussi les jeux de l'époque, la presse de l'époque, une petite toupie, c'est superbe. Alors je vais essayer de me mettre plutôt comme ça. Voilà. Donc là, on va sortir de cette atmosphère qui est quand même au-dessus de nous. Il faut penser qu'éventuellement, il y a des bombardements, tout ça. Et là, on est sur un vécu. C'est une mémoire de M. Jean Le Marchand qui était en deuxième exode, qui est parti d'Harfleur, puisqu'il était harfleuré, et qui est parti sur Gournay-en-Bray. Et ils ont été plus loin. Et ils ont rencontré donc les Canadiens anglais. Et voilà, ils ont vécu de loin le bombardement du 10 septembre. D'où la fresque qui a été effectuée par Éric Vogel,